Merci beaucoup. Bon, je suis ravie d'être... Ah oui, non mais là je crois que c'est bien. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, en effet, j'avais envie de repartir un peu d'une double crise. Alors, je ne sais pas si on peut utiliser le terme de crise, parce que vous savez que la crise, c'est un changement brutal qui, normalement, doit se résoudre assez vite. Or là, ça fait quand même 30 ans qu'on connaît cette double crise, donc entre guillemets, hein, à la fois du travail et de l'emploi. Alors, moi, ça fait longtemps que je travaille à la fois sur le rapport au travail et l'histoire longue du travail, comment on est passé d'un travail méprisé et d'un travail très pallium, un instrument de souffrance, à un travail épanouissement, quelles sont les attentes qu'on développe aujourd'hui autour du travail. Et puis, je réfléchis à côté sur la question de la croissance, et donc j'essaye de tenir ensemble les deux. Et je crois qu'on est à un moment, là, historique, où précisément, on peut et on doit tenir à la fois une réflexion sur le travail et l'emploi et une réflexion sur la crise écologique. C'est-à-dire que si je résumais brièvement mon propos, je dirais que la chance historique que nous avons là, c'est de pouvoir faire en sorte qu'en résolvant la crise écologique, nous puissions en même temps résoudre la crise de l'emploi, aller vers le plein emploi et résoudre la crise du travail. Alors, je vais commencer précisément par la question du travail pour rappeler le malaise qui est celui du travail aujourd'hui, ou le malaise que ressentent un certain nombre de personnes au travail. Alors, d'où vient ce malaise? Il vient de l'énorme contradiction qui existe entre l'ampleur des attentes qui existent à l'égard du travail et la déception de ces attentes. Alors, ce que je vous raconte vient d'un programme de recherche que nous avons fait en 2008 avec plusieurs pays européens, et on a exploité toutes les enquêtes européennes qui parlaient du rapport au travail, l'European Value Study, l'European Social Survey, l'International Social Survey Programme. Bref, on a comme ça toute une série d'enquêtes qui concernent tous les pays européens et qui permettent donc de faire des comparaisons. On a exploité ces enquêtes et puis on a mené des entretiens auprès des personnes. Alors, quand on fait cela, qu'est-ce que l'on voit, notamment quand on demande aux personnes si le travail est important. Alors, vous voyez, on voit deux choses sur cette diapositive. On voit qu'il y a énormément de bleu foncé. Le bleu foncé, ce sont les personnes qui répondent que le travail est très important. Donc, il y a beaucoup de bleu foncé. Et puis, il y a une autre spécificité. Alors là, on a entouré l'Allemagne et la France parce qu'on parle aujourd'hui de nos deux pays. Mais vous voyez que la France est dans une situation très, très particulière. Elle est proche de la Lettonie, de la Roumanie, de Malte et de la Pologne. Donc, des pays auxquels elle ne ressemble pas beaucoup. Et vous voyez que beaucoup de personnes, 65-70% des personnes répondent en France que le travail est très important. Alors ça, c'est une diapo qui donne les résultats de 1999. J'ai aussi la diapo, on ne pouvait pas en mettre trop, j'ai aussi la diapo de 2008 qui donne les mêmes résultats, c'est-à-dire en France, un très grand nombre de personnes qui disent que le travail est important. Et vous voyez, j'y reviendrai tout à l'heure, mais que l'idée qu'il y aurait une crise de la valeur travail et que les gens ne voudraient plus travailler semble, avec cette diapositive, complètement fausse. Donc, des gens qui considèrent que le travail est important. Alors là, j'ai mis, ça c'était des résultats macro en quelque sorte, j'ai mis les résultats d'une enquête qui avait été passée en 1998 en France. La question c'était, qu'est-ce qui pour vous est le plus important pour être heureux? Et est-ce qu'on a une petite lumière? C'est ça la petite lumière? Oui. Donc je peux montrer. Ah non, il faut que je mette là-haut. Ouais. Alors vous voyez, donc qu'est-ce qui dans votre vie est le plus important pour être heureux? Le travail vient en troisième position. Vous voyez, 25% des gens, mais les chômeurs et les gens en emploi précaire sont beaucoup plus nombreux à répondre, bien évidemment, que le travail, c'est en fait une condition absolue du bonheur. Alors, après, quand on essaye de comprendre, par exemple, quelle est la position française, pourquoi la France est dans cette position bizarre où les gens sont extrêmement nombreux à dire que le travail est très important, eh bien, on découvre qu'il y a deux explications. Une explication qui tient au taux de chômage.
dans tous les pays européens, plus le taux de chômage est élevé, plus le travail est considéré comme important. Et puis il y a une autre raison où la France semble également pilote, je dirais, mais qui est vrai de l'ensemble de l'Europe, c'est le type d'attente que les personnes mettent sur le travail. Et là, c'est cette diapositive qui illustre cela. Vous voyez, c'est le pourcentage des personnes qui déclarent, très important, l'intérêt intrinsèque du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le contenu du travail, la variété du travail, l'activité concrète de travail. Donc, ce que ça nous montre, cette diapo, un peu comme tout à l'heure, c'est que en Europe, partout, désormais, les attentes qui sont posées sur le travail sont de nature, on va dire, expressive et relationnelle, et que la France, vous voyez, que la France occupe la première place pour ce type d'attente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des attentes expressives et relationnelles? Expressive, ça veut dire que désormais, et c'est un phénomène assez nouveau, c'est quelque chose qu'on avait rêvé au XIXe siècle, la possibilité de s'épanouir dans le travail et que le travail soit une œuvre. Marx disait, par exemple, dans ses manuscrits de 1844, si nous produisions comme des êtres humains, nos productions seraient autant de miroirs tournés l'un vers l'autre. C'est la conception d'un travail-œuvre. Je vous montre dans mon travail qui je suis, je vous montre ma singularité et aussi mon appartenance au genre humain. Donc, dimension expressive du travail, j'attends du travail la possibilité de m'épanouir, de me réaliser, et dimension relationnelle, c'est-à-dire grande importance accordée au contact, à l'ambiance, à la petite équipe avec laquelle on travaille. Donc tout ça est fortement répandu en Europe, et d'une certaine manière, la France est à la proue de ces attentes, de ce mouvement. Là, c'est une diapositive qui vous montre comment ces attentes se répartissent entre les différentes tranches d'âge. Vous voyez, ici, on a découpé en tranches les moins de 30 ans, les 30-50 ans et les plus de 50 ans. Parce que notre enquête, elle était notamment destinée à tester, à vérifier le bien fondé ou le mal fondé de l'idée qu'il y aurait une crise de la valeur travail d'une part, et d'autre part que les jeunes ne voudraient plus travailler, que les jeunes seraient devenus indifférents à l'égard du travail. Or, qu'est-ce que l'on voit là, notamment sur la question de l'intérêt du travail, c'est que les jeunes, vous voyez, là c'est le nombre de personnes qui disent que c'est très important dans le travail que le travail soit intéressant, eh bien les jeunes sont plus nombreux que les autres tranches d'âge à le dire, et surtout, deuxième graphe là-dessus, ils sont plus nombreux aussi à dire que c'est très important que le travail permette de venir en aide aux autres personnes et d'être utile à la société. Donc, si vous voulez, avec ces quelques graphes, on fait la peau aux stéréotypes, aux préjugés qui nous disent que les gens veulent plus travailler, que le travail ne les intéresse plus du tout et que les jeunes sont devenus paresseux, matérialistes et nomades. On montre au contraire que les attentes qui portent sur le travail sont immenses, qu'elles sont particulièrement le fait des jeunes et plus particulièrement aussi, c'est ce qu'on a vu dans les entretiens qu'on a fait, le fait des jeunes femmes, c'est-à-dire que les attentes des jeunes femmes sont aujourd'hui équivalentes, voire plus importantes que les attentes des jeunes hommes. Voilà, ampleur des attentes. Alors, pardonnez-moi, 2005. Alors, ces attentes immenses, elles se heurtent au bouleversement du système socioproductif, de la réalité du travail. C'est ce que je voudrais vous montrer dans les quelques diapositives qui suivent. Question identique à celle de tout à l'heure, ou du moins parallèle. On demande aux gens si ça serait une bonne chose que le travail prenne une place moins grande dans votre vie. Et vous voyez là que la France, qui était tout à l'heure la première, ou parmi les premières, à dire que le travail était très important, dit en même temps, est la première à dire que ça serait une bonne chose que le travail prenne moins de place dans notre vie. Alors, c'est ce que nous avons appelé, avec les collègues avec qui on a fait cette enquête, le paradoxe français. Comment se fait-il qu'à la fois on puisse dire que c'est très important et puis dire « Ah, mais j'ai envie que ça prenne moins de place ». Alors, ce paradoxe français, nous y apportons une double explication, une double réponse. Première réponse, les conditions de travail sont devenues
très médiocre, voire très mauvaise pour un certain nombre de personnes. Pour l'illustrer, on peut se saisir les résultats les plus comparables et les plus récents qui existent, qui sont donnés par la Fondation de Dublin. C'est l'agence européenne qui fait une enquête très régulière sur les conditions de travail. Que nous dit cette enquête? Elle nous dit que, vous voyez, c'est énorme, que 27%, là je me suis focalisée sur les salariés français pour essayer de comprendre ce paradoxe, 27% des salariés français sont stressés dans leur travail. Vous voyez, beaucoup plus que les Pays-Bas, le Danemark ou la Finlande. Elle nous dit que 54% déclarent souffrir d'une fatigue générale. Elle nous dit aussi... Ah, ça a disparu. Ah, c'est du sabotage. Continuez, ça devrait en avoir. Tout doucement, alors, peut-être. Hop. Non, on va continuer. Encore. Oui, encore. Ah. Il y a une ligne qui a disparu. OK. Alors, ça, c'est autre chose. Ça fait allusion à une autre dimension. 51% seulement, je dirais, indiquent qu'ils sont consultés en cas de réorganisation de leur travail, contre, vous voyez, aux Pays-Bas, 65%, en Irlande, 64%, ou au Danemark, 62%. Donc, on réorganise leur travail sans leur en parler, d'une certaine manière. C'est-à-dire, ils n'ont pas de prise sur les évolutions de leur travail. 31% déclarent pouvoir influencer les décisions qui sont importantes pour leur travail, contre 40% pour la moyenne des 27 pays de l'Union européenne. Et enfin, 21%, là encore seulement, zut, on n'a pas mis les autres. Oh, pourquoi? Il faut être très très doux avec ce... Voilà. 21% se déclarent très satisfaits de leurs conditions de travail et c'est un des plus mauvais scores en Europe. Parce qu'on fait souvent du benchmark pour montrer comment il faudrait réduire nos retraites ou diminuer la protection sociale. Là, c'est le contraire, c'est qu'on fait du benchmark pour montrer que quand même, là, en France, on est beaucoup moins bon que les autres. Donc voilà, c'est la première explication, c'est que les conditions de travail et d'emploi sont quand même très, très médiocre en France. Alors, c'est vrai dans l'ensemble de l'Europe. Là, je donne 3 grandes explications. En Europe, on a vu se développer de nouvelles formes d'organisation du travail, avec beaucoup de flexibilité, beaucoup d'externalisation, avec des gens qui travaillent de moins en moins en horaire fixe, avec beaucoup de contrats précaires, un développement, on l'a dit beaucoup ce matin, du chômage et de la pauvreté. On a vu aussi une individualisation du rapport salarial et un appel à la subjectivité. Engagez-vous complètement dans le travail. Mais en même temps, on a coupé les ailes aux personnes et la réalité qu'on a obtenue, c'est plutôt ce qu'on appelle une autonomie contrôlée. C'est-à-dire, au lieu de leur dire allez-y, travaillez, essayez ayez des marges de manœuvre, de la responsabilité, on leur a dit allez-y, mais en même temps, on leur a mis un management de proximité très pesant, des indicateurs dans tous les sens qu'il faut respecter. Bref, on a contrôlé leur autonomie, ce qui a donné de la souffrance au travail et des risques psychosociaux. Et puis, parallèlement, on a eu une transformation de la qualification avec la montée de la notion d'employabilité. Alors, ce n'est pas la même chose partout en Europe, ça s'est fait de manière différenciée. Et par exemple, il y a un travail très récent et très intéressant qui a été fait à partir de l'enquête de la Fondation de Dublin, qui montre qu'il y a des types d'organisation du travail différents en œuvre en Europe, et que par exemple, les organisations qui permettent une meilleure implication, un meilleur contrôle sur la décision de la part des salariés sont plus répandues dans les pays du Nord et dans les pays anglo-saxons que, par exemple, en France. Et donc, là encore, la France sera en quelque sorte à la proue de ce mouvement, et évidemment, du coup, au centre de cette espèce de fracassement, j'allais dire, entre l'ampleur des attentes, elles sont plus énormes qu'ailleurs, et puis la réalité de la déception. Alors là, j'arrive à une deuxième explication. Vous voyez, la première explication est plutôt négative. Elle consiste à dire que si les gens veulent que le travail prenne moins de place, c'est parce que les conditions de travail sont devenues difficiles. Mais il y a une autre chose qui rejoint l'exposé qui a été fait ce matin par nos amis allemands, c'est qu'il y a aussi l'idée qu'il y a d'autres choses
en dehors du travail qui sont très importantes. Par exemple, s'occuper de sa famille ou par exemple militer, s'occuper d'affaires politiques, de son développement personnel, etc. Là, ce que je vous montre, c'est le nombre de personnes qui disent s'inquiéter de problèmes professionnels en dehors du travail. C'est-à-dire que le travail déborde sur le reste de la vie. Et là, vous voyez, je fais le rapprochement avec le pourcentage de personnes qui aimeraient consacrer plus de temps à leur famille. Vous voyez que là aussi, la France est en première position. Pourquoi la France est en première position? Parce que c'est en France qu'il y a le plus de femmes avec enfants dans la population active. Donc je crois que, si vous voulez, l'idée aussi que ça serait une bonne chose que le travail occupe moins de place nous fait entendre la voix des femmes qui continuent à prendre en charge, comme on l'a dit ce matin, la plupart des tâches, des activités domestiques et familiales, et qui disent là que le mode d'articulation ne convient pas. Tout ça aboutit en France, pour un certain nombre de personnes, à une perte de sens du travail qui, lorsqu'on interroge les gens, semble imputable à l'obsession pour la rentabilité, la productivité et le court terme. Je fais allusion à une enquête qui avait été, une enquête alors pas du tout représentative, un questionnaire qui avait été mis par Radio France sur son site, sur le sens du travail, et où les gens étaient venus spontanément répondre. Et on a eu comme ça 3000 témoignages très 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 riches, et j'en ai choisi un, vous voyez, un qui est d'un médecin du travail, et qui, je trouve, résume bien toute la problématique. Il écrit ceci: médecin du travail dans une grande entreprise dite de service public, je constate des situations de souffrance au travail en lien avec, on ne va pas tout lire, j'ai mis en gras ce qui importait, une perte de sens, une course à l'augmentation de la rentabilité, un management sélectionné sur des critères de savoir et non de savoir-faire, des chefs d'établissement en réelle difficulté, un absentéisme qui explose, des accidents du travail nombreux, des troubles musculo-tendineux en lien avec l'augmentation des rythmes de travail, des organisations très tendues, et voilà. Donc, vous voyez, tout y est. Alors, des attentes immenses qui se heurtent au bouleversement du travail, et à côté de cette crise du travail, eh bien, on a la crise, donc on a déjà largement présenté ce matin, mais je crois qu'il faut le redire d'un mot, la crise de l'emploi qui prend la forme, et j'ai énormément apprécié l'exposé de Jean-Marie, pas seulement du taux de chômage. En effet, le taux de chômage n'est pas suffisant pour caractériser la situation, mais du chômage et de la précarité. Et je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire que les réussites spectaculaires qu'on nous présente, par exemple de l'Allemagne, il faudrait faire comme l'Allemagne parce que la réussite est spectaculaire, doivent vraiment être contrebalancées, revisitées à la lumière du taux de pauvreté. C'est-à-dire qu'il faudrait un indicateur qui nous mettrait taux de chômage, plus taux de sous-emploi, plus taux de pauvreté. Bon, là, j'ai mis la dernière statistique de la DARES dont on dispose. On a entouré les chiffres importants. Il y en a peut-être un qu'on n'a pas entouré, c'est celui-ci. Presque 5,5 millions de chômeurs, si on prend l'ensemble des catégories A, B, C, D, E. Et puis, donc 5 millions 100 si on prend les A, B, C seulement. Donc, qui sont déjà des chiffres extrêmement, extrêmement importants, avec une mention spéciale pour les les chômeurs de longue durée, donc ceux qui le sont depuis plus d'un an. Vous voyez, plus de 41% des demandeurs d'emploi qui le sont depuis plus d'un an, ce qui est absolument gigantesque. 48% seulement des demandeurs d'emploi qui sont indemnisés, et presque 25% des jeunes actifs au chômage. Alors, le problème, c'est que le maintien à des niveaux très élevés de chômage, au lieu de s'accompagner de l'idée que le chômage, c'est un risque collectif, et donc qu'il faut le couvrir en collectivisant tout ce qu'on peut, en mutualisant tout ce qu'on peut, plus le chômage s'étendait, plus on restait sur des théories dites néoclassiques du chômage, avec l'idée que le chômage est volontaire finalement. Et donc avec tout ce qui s'est développé depuis les années 1990, consistant à dire qu'en fin de compte, les pauvres et les chômeurs sont responsables de ce qui leur arrive et qu'il faut les inciter
à revenir à l'emploi. Et ces théories de l'incitation, qui ont concerné tant les chômeurs que les pauvres, elles ont pris le visage à un certain moment des allocations dégressives pour le chômage. Et puis vous avez, et moi je pense que l'ensemble des allocations comme le RSA peuvent aussi et étaient participaient de la promotion de la théorie de l'incitation et du chômage volontaire, et que c'est de l'ensemble de ces théories que nous devons aujourd'hui sortir. Puisque l'idée, c'est que la productivité individuelle des personnes, elle est en fait plus basse que leur salaire de réserve, et donc il faut moins les payer. C'est toutes les théories de l'OCDE depuis les années 90 qui nous disent que pour s'en sortir, il faut baisser les salaires, faire au moins de la modération salariale, diminuer le coin socio-fiscal, diminuer les cotisations sociales, etc. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. C'est le paradigme de l'activation des dépenses, c'est-à-dire qu'il faudrait maintenant inciter les allocataires à reprendre un emploi ou à augmenter leur quantité de travail. Et ça s'est accompagné aussi de réformes du droit du travail tout à fait importantes, puisque depuis le CNE, en 2005, ce qu'on voit se développer, c'est une série de tentatives qui vont complètement qui sont inscrites dans la même théorie, consistant à penser que si les employeurs n'embauchent pas, c'est parce qu'ils ne parviendront pas à rompre le contrat de travail. Donc, on arrive à cette chose quand même complètement absurde, qui consiste à dire, pour créer de l'emploi, facilitons les licenciements. Et il me semble que l'on peut dire qu'à travers l'ANI de 2008 et l'ANI de 2012, mais aussi la rupture conventionnelle, on a aggravé en quelque sorte le mouvement. Pourquoi ? Parce que, par exemple, un dispositif comme la rupture conventionnelle, on a fait avec mon centre de recherche, le Centre d'études de l'emploi, la première enquête consacrée à la rupture conventionnelle, c'est-à-dire un troisième mode de séparation entre la démission et le licenciement. Alors, c'est à la fois un dispositif qui individuellement est intéressant, je ne sais pas, mais il permet d'exfiltrer des salariés en très grande souffrance, d'accord, en leur donnant une allocation de chômage, mais en même temps, il rend la séparation tellement facile qu'il ne permet pas d'améliorer collectivement les conditions de travail, et d'une certaine manière, nous, on a tendance à penser, avec les collègues avec qui nous avons fait ce travail, que ça accélère les destructions d'emplois. Et donc, aujourd'hui, nos politiques, elles consistent à accompagner la destruction d'emplois au lieu d'essayer de la stopper. Donc, il me semble qu'on va vers un abandon complet des principes de la déclaration de Philadelphie, très importante déclaration, notamment au centre de laquelle il y avait l'idée que le travail n'est pas une marchandise, donc qu'on ne doit pas raisonner comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire le salaire, c'est simplement le résultat d'une offre et d'une demande, donc baissons-le au maximum et il y aura plus d'emplois. Et la pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous. Alors, je passe à mon quatrième point, j'en ai que 5, je vous rassure, donc je m'achemine doucement vers la fin. Par rapport à ce double malaise du travail et de l'emploi, quelle solution ? Je crois qu'aujourd'hui, en effet, on l'a déjà dit ce matin, je crois qu'on se répète beaucoup, mais c'est bien, parce qu'on a quand même, on va devoir convaincre beaucoup de gens. La croissance n'est plus la solution. Pourquoi elle n'est plus la solution ? Ça, j'ai pris ça chez Michel Husson. C'est la courbe des émissions de CO2 et du PIB mondial. Pourquoi la croissance n'est plus la solution ? D'abord parce que peut-être que la croissance n'est plus souhaitable au niveau où on l'a connue, par exemple au niveau de ce qu'on connaissait pendant les 30 Glorieuses. Pourquoi ? Parce que si l'un de nos objectifs, l'une de nos priorités doit être d'essayer d'éviter un dérèglement climatique majeur, alors nous devons, nous le savons, diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 4, et on ne voit pas, dans l'état actuel des sciences et des techniques, comment on pourrait en même temps continuer à avoir de la croissance et diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 4. C'est Michel Husson qui avait fait un petit calcul, un calcul de coin de table, disant qu'à intensité énergétique identique, c'est-à-dire notre capacité à produire une unité de produit intérieur brut avec une certaine consommation d'énergie, si ça ne bouge pas, eh bien, il faudrait, pour parvenir
à diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre, avoir une diminution de 3,3% du PIB par an, du PIB mondial par an. Alors, bien sûr, on peut espérer faire des progrès, mais le fait est qu'on ne voit pas tellement où sont les innovations et les progrès techniques et technologiques qui pourraient nous permettre d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire de garder des hauts taux de croissance et de diviser nos gaz à effet de serre par 4. Et donc, on a des économistes, y compris très classiques. Là, je vous montre un graphique de Robert Gordon, dont on a beaucoup parlé. C'est un économiste très classique, un économiste américain, qui dit, lui, que la croissance ne reviendra pas. Donc, il ne dit pas que la croissance n'est pas souhaitable. Il dit que la croissance ne reviendra pas, précisément parce que nous n'avons plus là, dans les 10-20 années à venir, nous ne voyons pas arriver d'innovation majeure comme l'a été l'électricité à la fin du XIXe siècle, qui a évidemment entraîné d'énormes gains de productivité dans l'ensemble des secteurs. Donc là, ce qu'il dit, c'est que si on part de 1,8% de croissance par an, qui était la moyenne sur les 10 dernières années, en fin de compte, si on ôte un certain nombre de freins, on va arriver à 0,2%. Donc lui, sa prévision, c'est que le risque, c'est que durablement, à partir de maintenant, la croissance soit de 0,2% par an. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc si on ne peut plus attendre notre salut du retour de la croissance, alors que faut-il faire? Il me semble qu'il faut non pas plaider pour la décroissance. Je pense que ce mot d'ordre-là reste aujourd'hui trop peu audible, mais qu'il faut sans doute se situer au-delà de la croissance, après la croissance ou au-delà de la croissance, et tenter de révolutionner en quelque sorte notre production et nos manières de produire. Par exemple, d'abord essayer de diriger notre production vers la satisfaction des besoins essentiels et des besoins de tous, et puis essayer de l'enserrer, cette production, dans des normes sociales et environnementales. Normes sociales et environnementales. Pourquoi? Je ne reviens pas sur la croissance du PIB. Le problème de la croissance, c'est que c'est la croissance du produit intérieur brut, et que ce produit intérieur brut, c'est devenu un indicateur complètement inadapté, un indicateur qui, par construction et par définition, cache les dégâts de la croissance. C'est-à-dire que quand vous regardez le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées, et vous ne regardez jamais ce qui se passe à côté. Vous ne regardez jamais la manière dont vous modifiez votre patrimoine naturel ou votre patrimoine humain, les conditions de travail, la qualité de vie, la cohésion sociale. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut changer d'indicateur et se situer avec d'autres indicateurs au-delà de la croissance pour revoir notre production. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire pour le travail? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réinventer le travail? Je crois qu'une des solutions, on l'a dit ce matin, c'est un nouveau partage du travail. Je suis complètement d'accord aussi avec Jean-Marie quand il dit que peut-être qu'il ne faut pas parler de réduction du temps de travail, parce que là, on a une telle bataille idéologique à mener qu'il ne faut peut-être pas non plus trop donner de verge pour se faire battre. Donc peut-être qu'il faut parler d'un autre partage du travail. Mais la toute première chose, pour mener cette bataille idéologique, c'est de revenir sur le bilan des 35 heures. Je crois qu'on s'est fait voler le bilan des 35 heures et qu'il faut redire que cette loi des 35 heures, ces deux lois des 35 heures, elles ont créé des emplois, 350 000 emplois, c'est le chiffre le plus bas sur lequel tout le monde est d'accord. Quelqu'un comme Michel Husson rappelle qu'entre 1998 et 2002, on a créé 2 millions d'emplois. Ça n'était jamais arrivé en France de créer 2 millions d'emplois en si peu de temps. Ce n'est pas évidemment uniquement grâce aux 35 heures, mais les 35 heures ont joué un rôle absolument capital dans ça. Donc on a créé des emplois. Comme l'a dit ce matin notre ami André, il y a eu un renouveau de la négociation et puis il y a eu une reprise de l'espoir. Il y a eu une indéniable reprise de l'espoir et moi je pense aussi qu'on peut mettre au crédit des lois Aubry le baby-boom. Alors je ne sais pas si le baby-boom c'est bien ou pas en soi, mais je pense que le baby-boom qu'il y a eu, c'était peut-être à la fois parce que les gens avaient plus de temps pour s'occuper de leur vie de couple et familiale, mais aussi parce qu'il y a eu un espoir dans la société, un retour dans l'espoir de la société. Alors quel a été
été le problème des 35 heures, hein. On commençait à en discuter un petit peu ce matin, c'est que la deuxième loi Aubry, elle a changé le mode de décompte, c'est-à-dire que les entreprises ont pu annualiser et flexibiliser le temps de travail un peu comme elles le souhaitaient, et puis surtout qu'il y a eu la fin de l'obligation de création d'emplois. C'est-à-dire qu'on a donné des aides sans aucune contrepartie, en oubliant la contrepartie de la nécessaire création d'emplois. Donc je reprends tout à fait ce qu'a dit Jean-Marie, hein, c'est qu'aujourd'hui on a un partage sauvage du travail qui est à l'œuvre, et qu'il faut mettre à la place de ce partage sauvage un partage civilisé, rationnel, maîtrisé, un partage dont nous maîtrisons tous les paramètres. Donc, en effet, je pense que une fois qu'on a reconnu, il y a un très beau, c'est ça qu'il citait ce matin, un très beau papier de l'INSEE, notre institut statistique, donc, qui montre que depuis 60 ans, tous les pays ont réduit leur temps de travail. Et qu'il faut en effet mettre en place une nouvelle norme de travail à temps complet. Est-ce que c'est 30 heures? Est-ce que c'est 32 heures? Est-ce que c'est 4 jours? Là, je pense qu'il faut vraiment qu'on en discute et qu'on travaille sur ces questions-là, mais c'est la suite de notre exposé, hein. Et cette nouvelle norme de temps de travail à temps complet, il me semble que non seulement elle est un outil pour combattre vraiment le chômage, mais elle est aussi un outil au service de la transition écologique, un outil, on l'a dit ce matin, et je rejoins complètement notre collègue allemande, au service de l'égalité homme-femme. C'est la seule façon de véritablement promouvoir l'égalité homme-femme. Sinon, on restera dans un modèle de temps complet pour les hommes, temps partiel pour les femmes. Et donc, là, je crois que je passe la parole à mes camarades pour qu'on rentre dans le vif du sujet, en fait. Voilà, Dominique Méda.